What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un shit qui existe. Cette semaine au boulot, je mets des petites bottes dans des sacs. Ça fait 2 jours que je fais rien que ça. Fucking aliénant pour vrai. Donc j'ai vraiment hâte de vous parler de littérature. On reprend un peu la formule traditionnelle. C'est quasiment rendu un classique. Un recueil de poésie, un essai, un roman. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par Filles de Marie d'Arcigny. C'est un recueil de poésie paru chez L'Écrou. J'avais des attentes modérées pour Filles de Marie d'Arcigny. Puis, somme toute, ça a quand même rempli mes attentes. C'est une lecture que j'ai bien appréciée, mais c'est pas une lecture, du moins je pense pas que c'est le genre de lecture que je vais me rappeler dans 6 mois. Marie d'Arcigny a vraiment une poésie qui va venir chercher, je pense, notre génération, qui va venir chercher notre époque plus particulièrement. Je pense que ça s'inscrit vraiment bien dans l'air du temps. On ressent un peu cette bonne vieille odeur qui nous suit un peu partout, cette odeur de dépression, cette odeur de journées qui se suivent et se ressemblent. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment un livre qui peut être appréciable. Par contre, comme je dis, je pense pas que ça va nécessairement particulièrement bien vieillir. De toute manière, on sait que c'est la fin du monde, donc il n'y a aucun livre qui va bien vieillir. Profitez-en pour lire pendant que vous avez encore le temps. Honnêtement, j'ai bien aimé Filles de Marie d'Arcigny, quelques poèmes qui m'ont particulièrement plu. J'ai beaucoup aimé les référents culturels et littéraires de Marie d'Arcigny. On parle de Nelly Arcan, on parle de Hubert Aquin, on parle d'Elisabeth Wurtzel, on parle de Marie-Cécile Labrèche. Donc vraiment des référents culturels qui me parlent, que je connais. Donc j'avais l'impression d'avoir une discussion qui n'était pas seulement à sens unique avec la poétesse de L'Écrou. À ce niveau-là, j'ai pas un mot négatif à dire, honnêtement. Je me suis reconnu beaucoup dans ses écrits. Par contre, il n'y a rien qui m'a impressionné, il n'y a rien qui a été spectaculaire pour moi. C'est resté un repas assez savoureux, mais qui manquait d'épices, ou du moins un repas dans lequel il y avait la bonne quantité d'épices pour que ça soit mangeable, mais rien pour que je demande la recette. Donc, je pense que c'est pas mal les commentaires que j'aurais à dire pour Filles de Marie d'Arcigny. Je peux peut-être quand même vous lire un poème pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre de ce recueil de poésie-là. Donc j'y vais avec Fille numéro 17 qui va comme suit. Nouveau iPhone, enfin Tinder. Sur ta photo, tu lis les filles en série pendant que je swipe left et passe à la suivante. Donc j'ai beaucoup aimé ça, cette référence à Martine Delvaux. J'ai beaucoup aimé également en fait de montrer le caractère ironique, de montrer en fait à quel point c'est inévitable d'adhérer à l'ère du temps. Je pense que même quelqu'un qui comprend le concept des filles en série de Martine Delvaux peut quand même utiliser Tinder. C'est rempli de contradictions évidemment, mais je pense néanmoins que c'est le genre de réalité avec laquelle on fait face aujourd'hui. Il y a des choses qui sont inévitables. Je pense que des trucs comme les réseaux sociaux nous apparaissent comme des pièges desquels on ne peut se sortir. Je pense qu'effectivement, en apparence, on a beau avoir les meilleures valeurs du monde, mais on vit dans des sociétés qui sont des sociétés de consommation. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des grandes contradictions entre nos idéologies et nos actions. Il faut accepter ces contradictions-là, les chérir. Parfois, c'est difficile, mais je pense que Marie d'Arcigny, avec ce poème-là, vient nous montrer que c'est legit, en fait, tout simplement, d'être cet homme ou cette femme ou cet être, en fait, rempli de contradictions. Donc, c'est le genre de poème qu'on peut s'attendre à retrouver dans ce recueil. Comme je vous dis, c'est des bons poèmes. C'est juste pas, selon moi, quelque chose de wow, ou c'est pas des grands feux d'artifice. C'est pas le genre de littérature qui nous marque, qui nous prend par les os. Mais ça nous stimule, puis je trouve ça intéressant. Faut pas nécessairement toujours s'attendre non plus à lire un grand livre, une pierre marquante dans le grand édifice qu'est la littérature.
Parfois, il faut simplement accepter en fait qu'on est en présence d'un auteur qui nous amène dans cet édifice-là et qui visite avec nous les pièces de celle-ci. Donc, si jamais vous avez envie de lire une poésie telle que je vous la décris, une poésie qui honnêtement est franchement drôle, honnête, je vous conseille d'aller voir Fille de Marie d'Arcigny. Lettre à un jeune auteur de Colum McCann. Colum McCann, c'est un professeur de littérature qui, pour la première fois avec ce livre-là, fait dans l'essai, ou du moins fait dans la non-fiction. Ce que j'ai trouvé intéressant de ce livre-là, c'est que contrairement à certaines bibles qui tentent de nous expliquer qu'est-ce que la littérature et comment en faire, Colum McCann ne fait pas seulement dans l'objet de la littérature en soi, mais va également parler à l'auteur, va lui donner des conseils sur l'attitude à avoir, sur comment aller chercher un éditeur, comment se présenter. J'ai trouvé particulièrement intéressante l'introduction du livre dans lequel Colum McCann va nous dire une phrase qui, pour moi, m'a permis d'apprécier un peu plus ce livre-là. Il dit « En composant ce recueil, j'avoue avoir lamentablement échoué. Comme vous le verrez, j'y ai tendance à me donner moi-même des tapes dans le dos. J'aspire à la défaite et c'en est une. Mes conseils ne sont pas à la hauteur de ceux que j'aimerais recevoir. Je les fournis avec une modeste révérence et je m'efface aussitôt. » De commencer son livre avec ce genre de phrase-là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, Colum McCann ne se présente pas comme étant le dieu de la littérature, comme ayant la vérité absolue. Au contraire, il parle lui-même des failles que son essai peut avoir. Donc ça nous permet en fait de prendre ce qu'il va nous dire dans les pages suivantes avec un grain de sel, puis de parfois, même si on est en désaccord avec lui, d'y donner le bénéfice du doute, puis de se dire, c'est peut-être à ce moment-là en fait qu'il faisait référence dans son introduction. Donc ça nous permet vraiment en fait de nous attacher à l'idée de Colum McCann, à sa pensée. Puis, je pense que ça l'excuse un peu de toutes les erreurs qui pourraient se glisser dans cet essai-là. Parce que selon moi, il y en a quand même des erreurs. C'est un excellent recueil, un excellent essai. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un certain mépris à l'égard de l'autofiction, un certain mépris également à l'égard des cyniques. Donc, vous comprendrez qu'étant un grand fan d'autofiction et étant assez cynique dans la vie, j'ai été en désaccord parfois avec Colum McCann. On a eu des discussions intéressantes. Je me suis astiné avec lui. Puis astiné, pas obstiné, vraiment astiné avec lui pendant mes pauses à ma job. Non, honnêtement, j'ai bien aimé son livre. Par contre, j'ai trouvé ça ordinaire qu'il prétende en fait que de ne pas écrire au « il » ou d'écrire toujours au présent. En fait, il dit que c'est carrément impensable d'écrire au présent parce qu'on ne peut raconter l'action en même temps qu'elle se déroule. Puis à ça, je répondrais que c'est complètement faux puisqu'on peut se raconter l'action à nous-mêmes en même temps qu'elle se déroule. Donc peut-être que le destinateur et le destinataire sont la même personne. Donc moi, j'ai repensé à plein de moments en fait où je me narre ma vie à moi-même. Je suis en train de marcher puis je me raconte qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai trouvé que Colum McCann n'avait pas fait usage de tant d'imagination que ça, ce qui est quand même ironique pour un auteur de sa trempe. Après, je veux dire, ça c'est des questions de désaccord, mais ça fait pas que j'apprécie moins ce qu'il me dit. J'étais un peu en désaccord également avec sa manière de voir comment un auteur devrait se présenter. Je pense qu'il n'y a pas de manière qu'un auteur devrait se présenter. Je pense qu'il y a autant de manières de se présenter qu'il y a d'individus. Mais malgré tout ça, comme je vous dis, j'ai réussi à bien m'entendre quand même avec Colum McCann. J'ai trouvé que sa manière de parler était très candide, qu'il était posé, qu'on était capable vraiment d'avoir ce débat-là, lui et moi. J'ai vraiment aimé Lettre à un jeune auteur. De là à dire que ce serait ma recommandation de la semaine, je sais pas honnêtement. Je vais vous parler du roman que j'ai terminé hier soir dans quelques secondes. Mais en fait, c'est pas nécessairement parce que j'ai adoré le roman dont je vais vous parler, plus que parce que je pense que ce livre-là aurait pu être un peu plus complet. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de pages, un peu plus de conseils vraiment
concret, en fait. Je pense au journal d'un écrivain en pyjama de Daniel Laferrière, dans lequel il nous parle vraiment d'exercices concrets, de choses à éviter lorsqu'on écrit. J'ai dit que je trouvais ça intéressant, qu'est-ce que Colum McKen a fait. C'est vrai, je trouve ça intéressant en fait d'aller chercher tout ce qui englobe l'auteur et son récit, mais j'aurais aimé quand même qu'il aille dans le centre nous parler de l'auteur, du récit. Ça serait peut-être à exploiter dans une deuxième édition ou dans un deuxième tome de ce livre-là. Donc, Lettre à un jeune auteur de Colum McKen. Puis même si vous n'êtes pas à la recherche d'une carrière littéraire ou même si vous ne voulez pas nécessairement approfondir votre manière d'écrire, ça peut être intéressant d'aller lire ce livre-là pour comprendre la réalité des auteurs que vous lisez. Et je termine avec mon coup de cœur. Donc, je ne ferai pas de suggestion là, de la semaine. Je vous le dis tout de suite. Mon coup de cœur, Junkie, William Burroughs. J'ai vraiment beaucoup aimé Junkie de Burroughs. Tout d'abord parce que ça fait vraiment très peu longtemps que j'ai lu moi, Christian F., 13 ans drogué et prostitué. Donc, c'était vraiment facile pour moi de faire des parallèles entre ces deux œuvres-là. Donc, dans Junkie, on suit William Lee, qui est le narrateur, qui est une espèce de double de William Burroughs. D'ailleurs, quand le livre est paru pour la première fois, c'était sous le nom de plume de William Lee. J'ai parcouru la route avec ce jeune homme Lee de New York jusqu'au Mexique. Puis, je l'ai vu en fait sombrer dans la déchéance, tomber dans l'étau de la drogue de la même manière que Christian F. est tombé dans l'étau de l'héroïne. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement, comme je vous disais, de pouvoir faire des parallèles. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins démagogique dans le cas de Burroughs. On sent vraiment, en fait, un effort que ce soit lisable. D'ailleurs, à la toute fin, Allen Ginsberg, qui était l'éditeur, en fait, de William Burroughs, nous parle nous parle pas de Christian F., mais ce qu'il vient nous dire, j'ai trouvé que c'était super intéressant puis que c'était à mentionner dans mon vidéo. Il dit « Ce livre présente le double avantage d'être vrai et lisible. » Puis là, je veux pas faire de gros shots fired à moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostitué, mais c'est vrai que c'est pas un livre particulièrement intéressant, c'est pas un livre qui est particulièrement bon. Je pense qu'on s'intéresse à l'histoire, mais la forme est vraiment ordinaire. Ce qui est intéressant avec Junkie, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un effort pour continuer à lire. Le livre se lit tout seul. Autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, je sais pas. C'est bizarre des fois, les éditions, ça nous permet pas nécessairement de comprendre, mais sur le livre, il y avait une petite banderole. Comment ça s'appelle? Je sais pas, il faudrait que je google ça. Mais lorsqu'on essaie de nous vendre, là, je vais littéralement vous le montrer, ça va être plus simple. Donc, ça ici, qu'on vient nous mettre en fait par-dessus la couverture, là, vous avez probablement déjà vu ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Ce qu'on vient nous mentionner, c'est le texte intégral non censuré pour la première fois en France. Puis le livre, à l'intérieur, il y a plusieurs dates de publication, évidemment. Donc, je ne sais pas si ça a été en 81, en 76 ou en 2008 que ce livre a été présenté de manière non censurée, mais c'est quand même particulier de s'imaginer si vraiment c'est en 2008 que le livre de Christian F. N'était pas censuré, mais que celui Junkie l'était. Je pense qu'on peut justement poser un regard critique puis se dire que c'est probablement à cause du ton qui est employé. Dans le livre de Christian F., on vient vraiment décourager les gens de consommer. Dans le cas de Junkie, on a un regard qui est peut-être un peu moins pessimiste, un peu moins négatif à l'égard de la drogue. On fait pas l'apologie non plus de la drogue, évidemment, mais par exemple, dans l'introduction, Burroughs émet littéralement la théorie selon laquelle quelqu'un qui consommerait de l'héroïne à une fréquence raisonnable pourrait devenir immortel.
Clairement, c'est une théorie qui est loufoque, puis je pense que Burroughs le dit plus à la blague qu'autre chose, mais c'est le genre de truc qui aurait vraiment pas passé dans le livre de Christian Neff. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un parallèle évident, puis je pense que ça peut amener à se questionner, à savoir pourquoi un livre sur un sujet est censuré alors qu'un autre livre sur le même sujet est présenté à des élèves. Je pense qu'on a des questions à se poser sur une société civilisée qui agit de cette sorte-là. Si on choisit de présenter un sujet, on ne peut pas avoir un contrôle sur l'angle par lequel ce sujet-là est abordé. Je pense que c'est dangereux en fait d'agir comme ça. Mais là après, ce que je vous dis là, je le dis avec un grain de sel parce que est-ce que c'est 77, 81 ou 2008? Je sais pas. La libelle, c'est une libelle? Je sais pas. Mais si c'est une libelle, la libelle ne dit pas quelle année quelle année représente en tout cas. Hein? On se comprend. Autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est encore dans un commentaire de Ginsberg à la fin, il dit « C'est l'autobiographie d'un aspect précis de la carrière de l'auteur. » Je trouve que c'est vraiment important de venir mentionner ça, que c'est l'autobiographie d'un aspect précis de l'homme et non pas de l'homme en entier. Je pense que ça serait stupide de penser que Burroughs n'est qu'un junkie. Je pense que si vous connaissez l'histoire de Burroughs, si vous connaissez son talent, vous n'avez pas le choix d'admettre qu'il est beaucoup plus que ça. C'est la fois qu'il a essayé de jouer à Guillaume Tell avec sa femme puis qu'il l'a tué au Mexique, ça fait junkie pas mal, là, mais sinon, il est plus que ça. Là. Les fois qu'il écrit qu'il a un crayon dans la main, il n'y a pas un gun, puis c'est déjà rassurant. Et un passage que j'ai beaucoup aimé, un dialogue de sourds. La raison du pourquoi je l'ai choisi, puis que j'ai voulu vous en parler, c'est que le dialogue de sourds, je pense que c'est une mécanique vraiment intéressante en littérature. Ça peut servir plusieurs causes, ça peut prendre plusieurs formes. Dans le cas de Junkie, le passage dont je vous parle se retrouve à la page 151-152, le moment où est-ce que William Lee se retrouve en désintoxication. Donc c'est littéralement un dialogue, je vais essayer de vous le faire comprendre quand on change d'interlocuteur. Ça va comme suit. Alors nous voilà tous les deux au parloir de la prison. Nom de Dieu, on en faisait dans nos frocs. Bon sang que cette orange était amère quand j'ai mordu dedans. Il devait y avoir entre 15 et 20 grains injectés dedans. Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi futée. Le gardien me dit « Sale camé, fils de pute, t'es accroché mais ici tu n'auras rien. » L'huile est teinture d'opium. L'huile remonte à la surface et on peut la récupérer avec un compte-gouttes. Le reste devient noir comme du goudron quand on chauffe. Alors je suis arrivé à Philadelphie, malade comme un chien. Alors le toubib me dit « D'accord, combien t'en prends par jour? » T'as déjà essayé le dilodide en poudre? Beaucoup de types en sont morts. Il ne faut pas en prendre plus qu'une pointe de cure-dent, la grosse pointe, pas plus. Tu le fais bouillir et tu l'injectes. Défoncé, plein comme un œuf. C'était en 33, 28 $ l'once. On fabriquait des pipes avec des bouteilles et des tubes de caoutchouc. Quand on avait fini de fumer, on cassait les bouteilles. Tu le fais bouillir et tu l'injectes. Défoncé. Mais si on peut injecter de la cocaïne en sous-cutané, tu le prends en plein bide. Héros et coco, tu le sens descendre en toi. Donc, excusez pour le petit bout, j'ai bugué à la fin, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. On a plusieurs personnages qui se parlent mais qui ne s'écoutent pas. Dans le cas de Junkie, ce que ça l'a servi comme cause, en fait, c'est de venir montrer à quel point, même en désintoxication, tout ce qu'on entend, c'est les échos de notre ancienne vie, les échos de notre dépendance, et c'en est étourdissant, littéralement. Donc, c'est dur, j'imagine, pour quelqu'un qui entame ce processus-là, d'avoir à vivre avec ce genre de situation-là. Pour le lecteur, c'est vraiment heurtant, puis on peut se mettre dans la position du narrateur. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Parfois également, on va venir vraiment nous montrer des traits de personnalité grâce au dialogue de sourds, ou on va venir nous donner de l'information vraiment rapidement. Ça peut servir vraiment plusieurs causes, parfois même plusieurs causes en même temps. Donc, c'est un outil littéraire qui est vraiment très intéressant. J'ai trouvé qu'il était particulièrement bien utilisé dans le cas de... Donc, honnêtement, Junkie William S. Burroughs, gros coup de cœur. On ressent un peu ce qu'on ressentait évidemment avec Sur la route de Jack Kerouac. Puis c'est facile de faire le parallèle entre ces deux auteurs-là qui étaient des amis. Mais vraiment, les beatniks ont leur manière d'écrire qui est très froide, qui est très
chirurgicale. On est très peu dans l'émotion, dans l'image. On est vraiment dans une description des faits, mais les faits sont vraiment particulièrement intéressants, ce qui fait qu'on se sent aux premières loges de cette aventure-là. On se sent dans la voiture avec eux. Ils ont une force pour décrire ce qu'ils vivent qui est vraiment sublime. Quand on parle de littérature de contemplation, je pense que ce que les beatniks font, c'est exactement ça. Puis c'est le faire à son meilleur. Vraiment, on pourrait contempler ces livres-là. On pourrait se faire raconter absolument rien, puis adorer ce rien. J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'auteurs se sont inspirés de... Ben pas j'ai vraiment l'impression, là, comme si j'étais le grand génie. Beaucoup d'auteurs se sont inspirés de la manière de faire de Burroughs et de Kerouac. J'ai pas lu Ginsberg, donc je veux pas me prononcer sur le sujet, mais j'imagine qu'on peut retrouver dans sa plume le même genre de style. Je pense que c'est tout pour cette semaine. Je suis vraiment fucking content d'être encore avec vous. That's it. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. La suggestion, vous l'avez compris, William Burroughs, très très bien écrit. C'est pas le seul livre de Burroughs que j'avais sur ma liste. C'est la première fois que je lisais un de ses livres. On m'avait dit que les traductions françaises de Burroughs étaient dégueulasses. Pour vrai, j'ai vraiment pas trouvé que c'était dégueulasse. Là, j'ai trouvé que c'était assez bien traduit. J'ai hâte de voir The Naked Lunch que j'ai en français. Le festin nu. Et Queer que j'ai également en français. Queer. Ça va peut-être être moins bien traduit. Si c'est le cas, ben, je passerai à autre chose, puis c'est tout. Puis sinon, ben, j'ai très hâte de revoir une discussion avec Burroughs en espérant qu'il soit pas armé quand il va avoir envie de jaser avec moi. Peace out!